Dr Azam Tamimi, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue à nouveau sur The Thinking Muslim. Aujourd'hui, nous voulons vraiment simplement enregistrer, commémorer ou marquer, ou quel que soit le terme approprié, le fait qu'un millier de jours se sont écoulés depuis le début de ce génocide, qui vient tout juste de passer la semaine dernière. À la date de cet enregistrement, puis-je vous demander pour commencer de situer où en est Gaza aujourd'hui, mi-jour plus tard? Le peuple de Gaza souffre toujours. La situation ne s'est pas du tout améliorée pour eux. Les Israéliens continuent de traquer qui ils veulent, et s'ils visent quelqu'un, ils se moquent de tuer des dizaines de personnes au passage. Selon l'accord de cessez-le-feu, il est censé y avoir 600 camions qui entrent chaque jour à Gaza. Moins d'un sixième de ce nombre entre réellement. Et la grande majorité de l'ensemble du contenu produit est en réalité orienté vers les besoins du marché commercial actuel plutôt que d'être consacré à une véritable aide humanitaire. Et près de 60% de la bande de Gaza est occupée par les Israéliens. Et maintenant, le plan. En ce qui concerne le Conseil de la paix, et d'aider les Israéliens à obtenir par divers complots, manigances et trahisons ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la voie militaire. Des moyens militaires. À l'heure actuelle, je comprends parfaitement que le Conseil de la paix international, en collaboration avec les Israéliens, s'efforce activement de mettre en œuvre de nouvelles solutions. Une zone libre ou une zone indépendante comme ils l'appellent, ou je ne sais pas vraiment comment ils l'appellent, tout au sud de la bande, à Rafah. Dans des secteurs où le mouvement du Hamas ne possède absolument aucune présence. Et ils ont l'intention d'inciter les populations civiles venant d'autres localités, là où ils soupçonnent fortement que le Hamas existe encore, à se déplacer massivement vers cette zone qui vient d'être nouvellement créée. Je vois pas vraiment comment cela va fonctionner, mais il semble être désespéré. Et hier, le Hamas a officiellement rendu public un communiqué de presse dans lequel il rejette catégoriquement l'intégralité de ces complots et de ces conspirations, tout en affirmant et en réitérant avec force sa position ferme concernant son refus catégorique de déposer les armes. Donc on n'avance vraiment pas. Oui, les conditions sont misérables, les gens souffrent toujours, mais les Israéliens sont toujours en guerre contre Gaza et contre le Hamas. Je veux dire, vous avez passé des décennies à étudier le Hamas. Vous avez écrit un livre de référence sur le Hamas. Bien sûr. Sa philosophie, sa politique, sa position par rapport à la lutte palestinienne. 1000 jours après le début de cette guerre, y a-t-il quelque chose que nous devons comprendre aujourd'hui à propos du Hamas, qui aurait changé au sein du groupe ou concernant le groupe depuis le début de cet épisode? Et là, le Hamas a prouvé qu'il restait fidèle à son idéologie, à son engagement selon lequel il s'agit d'une lutte pour la libération de la Palestine et qu'elle ne peut se terminer que de deux façons, le martyre ou la victoire. Et donc, toutes ces spéculations sur une reddition du Hamas, sur le fait que le Hamas abandonnerait ou capitulerait, proviennent de l'ignorance, d'un manque de véritable connaissance à ce sujet. Ce mouvement, contrairement à beaucoup d'autres mouvements de libération, il s'agit ici d'un mouvement de libération islamique, ce qui signifie qu'il adhère aux valeurs de l'islam, et tout musulman sait que l'on vit cette vie dans la dignité ou l'on meurt dans la dignité. On n'accepte pas l'humiliation, on n'accepte pas la soumission à une autorité coloniale qui est profondément raciste, ouvertement suprémaciste et fondamentalement anti-humaine. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui le Hamas est plus puissant ou au contraire plus affaibli qu'il ne l'était avant les événements du 7 octobre dernier? Eh bien, en termes militaires, il est clairement beaucoup plus faible. Personne ne peut le nier. Mais devenir plus faible militairement ou matériellement n'a évidemment pas entraîné de changement. Et c'est ça qui compte. Je veux dire, on l'a vu dans le cas du mouvement Fatah. C'est un mouvement de libération palestinien bien plus ancien. On a vu que lorsqu'ils ont subi une pression énorme, la direction n'a pas tenu le coup.
et s'est rendu à Oslo, abandonnant tout. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne, qui est née du giron de l'OLP et du mouvement Fatah, n'est plus qu'une autre agence de sécurité travaillant pour l'occupant. On ne peut rien attendre de tel de la part du Hamas. Il serait naïf de penser que le Hamas puisse suivre le même chemin. Donc, puis-je te demander de commenter l'autorité palestinienne? Je veux dire, a-t-elle aujourd'hui complètement perdu sa légitimité et son autorité morale aux yeux du public palestinien? je pense que le seul soutien que reçoit l'autorité palestinienne vient des gens qui en vivent. Ouais. Des personnes qui en font partie. Tu sais ce qu'ils ont fait. Je veux dire, l'autorité palestinienne, après Yasser Arafat, a collaboré avec les Israéliens, les Américains et certains autres gouvernements de la région. Dans le but de créer ce qu'on appelle le nouveau Palestinien. Un Palestinien qui ne considère plus le sionisme comme l'ennemi, mais qui voit la résistance armée comme une menace pour sa propre existence. Et il existe une part importante de Palestiniens vivant en Cisjordanie et une toute petite minorité à Gaza qui adhèrent à cette vision. Mais lorsqu'il s'agit de l'idéologie profonde des pères fondateurs des États-Unis, de leurs principes fondamentaux, de leurs valeurs essentielles et de leurs devises emblématiques, ils ne s'identifient plus du tout à tout cela. Le cessez-le-feu. Et je veux dire, nous en avons un peu parlé dans vos remarques d'introduction. Mais ce cessez-le-feu reste particulièrement fragile et incertain, s'il a jamais été réellement censé aboutir à une cessation complète de toutes les formes d'hostilité et du conflit global vis-à-vis d'Israël. Des Palestiniens continuent de mourir chaque jour à Gaza. Pensez-vous que le cessez-le-feu, d'une certaine manière, poursuit ce génocide par d'autres moyens? C'est ce que les Israéliens voulaient en faire. Quand? Le Hamas a accepté l'accord de cessez-le-feu. Il l'a fait parce que le rapport de force n'était pas en sa faveur. Tout simplement parce qu'il souhaitait réellement alléger la pression exercée sur la population de Gaza et aussi accorder pleinement le bénéfice du doute aux médiateurs qui disent au Hamas « acceptez simplement le cessez-le-feu ». Et ensuite, nous commencerons le processus de reconstruction de Gaza, d'acheminement de l'aide dans la bande, d'amélioration des conditions de vie de la population, etc. Donc, conclure un cessez-le-feu, en soi, est un ijtihad. Il n'y a rien de mal à cela si vous pensez que les circonstances le justifient. Mais ce qui importe vraiment, c'est que ce cessez-le-feu n'impliquait aucune capitulation, sous quelque forme que ce soit. En ce qui concerne le Hamas, comment la guerre contre l'Iran, que la plupart des commentateurs reconnaissent désormais comme une défaite américaine, a-t-elle évolué? Je veux dire, en quoi la guerre contre l'Iran a-t-elle affecté ou eu un impact particulier sur la cause palestinienne ou sur Gaza? Je veux dire, est-ce que cela a été globalement positif pour Gaza ou non? Pas immédiatement positif, mais pour la cause palestinienne dans son ensemble, je pense que la guerre contre l'Iran a contribué à la prise de conscience. Depuis le 7 octobre, de plus en plus de gens à travers le monde ont vu le sionisme tel qu'il est. Et ensuite est venue la guerre contre l'Iran, qui était non provoquée, menée par les Israéliens. Très clairement, tout le monde le dit maintenant, tout le monde le sait, que c'est la guerre de Netanyahou, et que Trump l'a suivi de façon tellement stupide. Donc le monde confirme l'image qu'il s'est faite au cours des 3 ou 4 dernières années. Donc je pense qu'au final, au niveau politique, au niveau diplomatique, Israël est en train de perdre. Le sionisme est en train de perdre. Probablement qu'avant ces guerres récentes à Gaza et en Iran, une grande partie de la population mondiale pouvait encore avoir une bonne opinion des Israéliens ou des sionistes et les considérer comme des victimes. Aujourd'hui, même les Juifs du monde entier se dissocient du sionisme et d'Israël. Je considère cela comme une grande avancée positive, un grand atout pour la cause palestinienne. Et comment comprenez-vous ou analysez-vous l'engagement, je suppose, de la communauté internationale aujourd'hui en ce qui concerne Gaza? Je veux dire, Gaza reste encore un conflit très sanglant et les Israéliens continuent leurs attaques sur Gaza et sur des innocents à Gaza.
Mais cela ne semble plus avoir le même impact sur le cycle médiatique qu'auparavant, c'est certain. Vous savez, cela n'a jamais vraiment eu un impact proportionnel sur le cycle médiatique auparavant. Mais en ce moment, il y a très peu de discussions sur Gaza. Comment analysez-vous et comprenez-vous le fait que Gaza soit désormais devenu un sujet plat dans l'actualité ? Eh bien, le monde a été témoin de tant d'événements. Donc c'est dans la nature de l'humanité, des êtres humains et dans la nature des médias de passer à autre chose et de se concentrer sur ce qui se passe. Donc lorsque la guerre a commencé contre l'Iran, cela a naturellement a été le centre d'attention, l'événement important. C'est bien sûr une situation déplorable pour le peuple de Gaza, car il a tendance à être oublié et rien ne semble être fait pour soulager ses souffrances. Mais vous utilisez le terme « communauté internationale » et c'est un terme problématique parce qu'en politique, généralement, quand on parle de la communauté internationale, on veut dire l'ordre mondial. On ne parle pas du public, des gens. Je pense que les gens dans le monde entier en ont assez de Trump, de Netanyahou, des campagnes néocoloniales partout dans le monde. Et beaucoup d'entre eux éprouvent de la sympathie pour les Palestiniens, pour les Iraniens et pour les Libanais. Mais au niveau des gouvernements qui font partie de cet ordre mondial encore dirigé par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais cela arrivera sans aucun doute, j'en suis sûr. Il suffit d'attendre quelques années et nous commencerons à voir des changements. Nous avons déjà vu des changements au niveau de certains gouvernements. Je pense au gouvernement espagnol, par exemple, au gouvernement irlandais, etc. Même certains pays arabes qui avaient été tentés de rejoindre les accords d'Abraham ont désormais fait un pas en arrière. Et des pays comme le Pakistan, par exemple, qui étaient pressentis pour suivre l'Arabie Saoudite, nous avons vu des prises de position et entendu des déclarations venant de leur part, démontrant clairement qu'ils en ont véritablement assez de l'ensemble de cette campagne sioniste. Je sais que cela n'aide pas vraiment le peuple de Gaza. Cela n'aide même pas les habitants de la Cisjordanie, qui sont attaqués quotidiennement, chaque nuit, par les colons. Pourtant, je dois regarder vers l'avenir. Je dois voir la situation dans son ensemble, et cette situation globale est encore en train de se dessiner. Et à mon avis, elle est très positive. Mais ressentez-vous, je veux dire, parce que, vous savez, les Israéliens agissent désormais en toute impunité en Cisjordanie. Je veux dire, il y a, vous savez, des sanctions très faibles imposées à certains groupes de colons et à des figures de colons en Palestine. Mais cela concerne, vous savez, la Palestine occupée. Mais c'est un régime très faible. Des sanctions. Pensez-vous qu'en ce moment, l'expulsion lente et progressive des Palestiniens, à la fois de Gaza et de la Cisjordanie, est en cours ? Je veux dire, y a-t-il une chance que cela soit un jour inversé ? Maintenant, les Israéliens aimeraient voir toute la Palestine purgée des Palestiniens. Je veux dire, c'est quelque chose qu'ils ont essayé en 1948, qu'ils essaient d'accomplir depuis lors. Cependant, en pratique, ce n'est pas si simple. Je veux dire, à l'intérieur de la Palestine, dans la Palestine du mandat britannique, comme nous l'appelons parfois, il y a presque autant de juifs que d'arabes et de non-juifs. Nous les appelons non-juifs parce que la plupart d'entre eux sont musulmans, avec une minorité chrétienne qui s'érode à cause de l'occupation. Beaucoup de chrétiens ont été chassés. Donc la population humaine dans la Palestine du mandat britannique est presque à 50-50. Et expulser des millions de Palestiniens. On parle de 6 ou 7 millions de Palestiniens. Où allez-vous les expulser ? En Égypte ou en Jordanie ou... Il faut la collaboration des puissances occidentales pour permettre un passage hors de la Palestine. Et rien de tout cela ne se produit en même temps. Ce que font les colons avec le soutien de l'armée israélienne aux Palestiniens met les Juifs du monde entier dans l'embarras. Et je sais que beaucoup de Juifs n'ont rien à voir avec cela.
Beaucoup de juifs le condamnent même. Mais cela se fait au nom du judaïsme. Cela se fait au nom des juifs. Et c'est quelque chose de très dangereux. Donc, plus les colons deviennent atroces, plus ils deviennent cruels. Cela finira par se retourner contre eux. Et je pense que nous devons créer une sorte de coalition à travers le monde, incluant des juifs opposés au sionisme ou qui se sentent menacés par les actions sionistes, avec des chrétiens qui partagent leur point de vue, avec des musulmans que l'on suppose compatir et soutenir les Palestiniens, non pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils sont victimes, etc. Nous devons œuvrer à la création d'une telle coalition mondiale afin de faire pression sur ceux qui peuvent, espérons-le, intervenir pour. C'est une action nécessaire pour tenter de dissuader les colons, ainsi que l'armée qui les soutient activement. Mais il faut reconnaître que c'est un processus extrêmement long et laborieux. Pourtant, malgré les difficultés, nous ne devrions jamais nous laisser décourager, car il est absolument primordial de continuer nos efforts sans relâche. Et je vois des signes que cela se produit, surtout à l'ère du numérique, où les gens vont sur les réseaux sociaux, écoutent de nombreux podcasts ici et là, et où certaines célébrités, etc., des faiseurs d'opinion publique. Je pense qu'il y a toute une communauté humaine qui se forme et qui aujourd'hui considère que le sionisme est la menace. Le sionisme est le problème. Palestine Action, c'est un groupe interdit ici au Royaume-Uni, donc nous devons faire un peu attention à la façon dont nous en parlons. Mais Palestine Action, c'est en grande partie un groupe composé de non-palestiniens, de non-musulmans, qui ont, et bien sûr des musulmans aussi, qui ont pris une position très courageuse, disons-le, contre des fabricants d'armes comme Elbit Systems, subhanallah. Il y a seulement quelques semaines, il y a eu un cas particulier où, pour la première fois, le juge a utilisé des circonstances aggravantes liées au terrorisme pour transformer ce qui n'était qu'une affaire de, vous savez, fraction ou peu importe, une affaire de terrorisme. Donc, et ils ont été jugés en conséquence. Commente simplement l'action Palestine Action à travers les yeux des Palestiniens. Parce qu'il y a certains musulmans que je rencontre aujourd'hui, surtout dans la communauté des mosquées, qui diraient « Tu sais, tout ça c'est bien, mais ça n'aboutira à rien. » Ce n'est pas particulièrement efficace. Je veux dire, comment vois-tu les actions qu'ils ont entreprises, de ton point de vue ? Eh bien, l'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont essayé de changer les choses pacifiquement, et ça n'a pas marché. Puis, ils ont commencé à devenir plus violents, et on les a traités de tous les noms. Et puis, quand ils ont gagné, ils sont devenus des héros. Donc, c'est dans la nature des choses. Je veux dire, j'ai vu il y a quelque temps déjà un extrait vidéo d'une personne qui rappelait avec insistance à son large public issu des sociétés occidentales à quel point ils étaient tous véritablement impressionnés et même profondément touchés par la narration de certaines histoires captivantes ainsi que par la mise en scène de certains films particulièrement marquants. Où des gens recourent à des moyens désespérés pour faire passer un message. Oui. À un certain moment, le pouvoir en place les considère comme des hors-la-loi ou des terroristes, mais finalement, les gens les célèbrent comme des champions ou des héros. Nous sommes donc dans un village appelé Abba Madob, qui se trouve dans le comté plus vaste de Wajir. Ceci est un camion qui vient 2 fois par semaine dans ce village. $220 pour chaque camion et il dessert environ 2000 personnes. Et encore une fois, la raison pour laquelle ces camions doivent venir dans ces communautés, c'est qu'il n'y a pas de forage durable capable d'amener l'eau jusqu'à ces huttes et à ces communautés présentes ici. Donc chaque semaine, 2 fois par semaine, ce camion vient ici et remplit ce puits afin que la communauté puisse accéder à cette eau pour cuisiner, pour leurs animaux, pour leur famille, pour tout ce dont ils ont besoin. Ils viennent et ils y accèdent à partir de ce puits. Abak Majobi est l'un des plus de 30 villages où Baïtoul Mal achemine de l'eau par camion. Ces villages dépendent de cette eau. Nous traversons une sécheresse qui dure depuis plusieurs années dans le comté de Wajir. Et donc, si nous n'apportons pas cette eau, il n'y a aucun autre moyen d'en obtenir ici. Vos généreuses contributions permettent à des personnes, des familles, des enfants, du bétail d'avoir accès à l'eau. C'est juste l'un de ces camions. Ça paraît tellement simple, mais ça peut sauver des vies.
Veuillez visiter btmulus.thinkingmuslim pour faire un don dès maintenant. Je réfléchis simplement à l'efficacité, non seulement de ce dans quoi ils sont impliqués, l'action directe, mais aussi à l'efficacité du mouvement de protestation, jusqu'à présent, en Occident. Je veux dire, encore une fois, je parlais récemment à quelqu'un qui, en gros, a haussé les épaules et a dit qu'il ne pensait pas que les manifestations servaient à quelque chose. Comment peuvent-ils le savoir? Je veux dire, c'est quelque chose que seul le temps pourra dire. C'est vrai. Comment pouvons-nous le savoir? Chaque lutte commence faiblement, avec un très petit nombre de personnes. Puis elle prend de l'ampleur. Ça peut finir par un échec total. Je veux dire, par exemple, les populations autochtones d'Amérique ont perdu leur cause. Ils se sont battus, mais ils ont perdu. Et ça, Ont terminé leur histoire, ou une partie de leur histoire en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais dans d'autres cas, comme en Afrique du Sud, ils ont finalement gagné. Et il suffit aux gens de se souvenir de l'exemple de Mandela, Nelson Mandela, que Margaret Thatcher et le président Reagan ont qualifié ensemble de terroristes. Et maintenant, nous savons grâce à l'histoire ce qui s'est passé. Les femmes en Grande-Bretagne qui, il y a 100 ans, se sont battues pour le droit de vote. Je veux dire, la façon dont elles ont été traitées au début, la façon dont elles étaient perçues et ce qui s'est finalement passé, aujourd'hui nous les célébrons comme des héroïnes. Un jour, les gens regarderont les politiciens et n'y prêteront aucune attention. Pourraient même leur cracher dessus et considéreront peut-être leurs victimes comme les véritables héros. Et l'apostrophe. ONU, il y a eu une décision de l'ONU, un comité de l'ONU qui a conclu de façon accablante que les Israéliens commettaient un génocide. En particulier, le fait de cibler délibérément les enfants afin d'infliger le maximum de dégâts à la vie civile palestinienne. Les organisations de défense des droits de l'homme s'en sont emparées. Pourtant, la presse occidentale persiste à ne pas utiliser le terme génocide. Quelle est à ton avis, où se situe cette déconnexion dans tout ce récit que les Israéliens essaient de faire passer, à savoir qu'ils mènent une guerre juste? Eh bien, C'est une bataille. Je tiens à saluer très sincèrement les efforts considérables qui ont été déployés par ces observateurs de l'ONU sur le terrain. Ces chercheurs de l'ONU et toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Mais malheureusement, l'Organisation des Nations Unies en tant qu'institution internationale est aujourd'hui totalement paralysée. Elle est paralysée par les grandes puissances qui en sont les membres fondateurs, tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas véritablement qu'elle puisse fonctionner de manière efficace. Comme un arbitre de la justice pour tous. À l'origine, il était clair que l'ONU avait été créée pour rendre justice à un peuple choisi, mais pas à tout le monde. Nous appelons cela un génocide. Eux, ils veulent pas appeler ça un génocide? D'accord. Je pense que probablement, dans 10 ans, il y aura d'autres personnes à la tête des médias. La BBC, Channel 4, le Guardian, le Telegraph, le Times, tous ceux qui réfléchiront au passé récent et diront à quel point ces gens étaient lâches. Nos prédécesseurs n'ont pas eu le courage ni la bravoure de décrire ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Je pense que quelqu'un écrira là-dessus. Tu vois, c'est le même cycle qui se répète encore une fois. L'Afrique du Sud se répète. Le Vietnam se répète. Donc, peu importe que maintenant les médias, les grands médias, soient réticents parce qu'ils subissent une pression énorme du lobby sioniste, et le lobby sioniste est encore capable d'étouffer les grands médias. Mais je pense que heureusement, nous avons maintenant des médias alternatifs. Et je n'ai pas de chiffres, je connais pas le pourcentage, mais je pense qu'un nombre significatif de personnes dans le monde ne comptent plus sur les grands médias pour s'informer, pour les actualités et pour leur savoir. alors, Dr Tamibou, nous venons tout juste de franchir le cap des 1000 jours de génocide. À quoi ressembleront, selon vous, les 1000 prochains jours? Si nous devions parler, si Allah nous donne la vie dans 1000 jours, quelle sera la situation à Gaza? Mais tout ce qui concerne l'avenir relève de la connaissance d'Allah. Bien. Sûr, nous ne pouvons pas vraiment parler.
avec certitude de l'avenir, mais en voyant des signes. C'est pourquoi je suis optimiste. Malgré la douleur que je ressens pour mes frères et sœurs à Gaza et en Cisjordanie, et pour les victimes de l'Amérique et d'Israël en Iran, ainsi que pour les victimes de l'Amérique et d'Israël au Liban et en Syrie, je vois des signes que l'avenir sera meilleur, que la justice sera rendue. Parce que je vois des signes de véritables changements dans le monde. Je veux dire, je suis dans ce pays depuis le milieu des années 70 et je peux voir le changement qui s'est produit en termes d'opinion publique. Je n'ai pas besoin de le lire quelque part. Je le ressens moi-même, étant passé d'un jeune étudiant A-level en 1974 à un grand-père en 2026. Et je pense que cela se produit partout. Il reste une chose à accomplir, c'est que les Arabes se relèvent à nouveau. Cela s'est produit il y a environ 15 ans. Tout le monde attend que les Arabes se relèvent à nouveau. Et lorsque les Arabes se relèveront à nouveau, le processus de transformation profonde que je m'efforce de décrire ici sera considérablement accéléré, parce qu'Israël est protégé et bénéficie d'un soutien vital, une véritable bouée de sauvetage, de la part même des régimes politiques qui exercent actuellement le pouvoir sur la grande majorité des populations arabes. Tous, la majorité des Arabes qui, en tant qu'individus, en tant que communauté, ressentent de la compassion pour leurs frères d'à côté, compatissent avec eux, pleurent même pour eux, sont enchaînés. Et ils doivent briser ces chaînes, se lever, changer la situation. Donc ces dirigeants sont en réalité la première ligne de défense pour Israël. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises au cours de ces 1000 derniers jours. Puis-je même te poser une question avec laquelle je me débat depuis un moment? Et la Coupe du Monde a mis en avant dans mon esprit ce genre de déconnexion, de problème ou de défi. Et c'est le nationalisme, tu vois? Malheureusement, nous sommes divisés en ces États-nations qui se considèrent souvent comme des ennemis plutôt que comme des alliés, des frères et des sœurs. Et ce sentiment de solidarité que nous avions autrefois en tant qu'humains nous a quittés à bien des égards. Et des moments comme la Coupe du Monde accentuent parfois cette division entre nous, ou ce nationalisme qui nous sépare. Mais en même temps, quand le Maroc a gagné récemment, c'est tout le monde musulman qui a explosé. Dans une vague de positivité. Et c'était un sentiment islamique. Ils ont fait le soujoud et ils ont fait des doigts avant les tirs au but. Comment concilier l'État-nation moderne et le nationalisme qui en découle inévitablement avec cette aspiration que nous avons de voir les Arabes et les musulmans unis comme un seul peuple? Eh bien, l'État-nation moderne dans le monde arabe, je l'appelle plutôt un État territorial qu'un État-nation. Parce que tous les Arabes, de l'Atlantique au Golfe, forment une seule nation. Cette entité est artificielle, et le sentiment de nationalisme l'est aussi. Ce sont des inventions des puissances coloniales qui ont colonisé nos pays et nous ont divisés. Et aujourd'hui, elles sont entretenues par les régimes qui ont été laissés en place pour perpétuer l'influence des anciens colonisateurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les régimes de la région inventent des slogans ridicules, comme par exemple l'Égypte d'abord, la Syrie d'abord, la Jordanie d'abord, l'Arabie Saoudite d'abord. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du n'importe quoi. Nous sommes une oumma musulmane, et nous avons été grands. À un certain moment de l'histoire. Pas parce que nous étions arabes, ou parce que nous étions saoudiens, ou syriens, ou égyptiens, ou palestiniens, ou jordaniens, mais parce que nous étions musulmans. Et aujourd'hui, les régimes arabes en place utilisent toutes les ressources à leur disposition pour combattre toute forme d'éducation, qui conduit à réaffirmer notre véritable identité en tant que musulmans. Qu'y a-t-il de glorieux à être égyptien, ou marocain, ou algérien, ou palestinien, ou jordanien, ou ceci, ou cela? Mais tu peux être fier d'être musulman, d'être monothéiste, d'être le suiveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, dans une grande partie du monde arabe, les mosquées sont sous le contrôle des services de renseignement.
Ils contrôlent qui prend la parole, qui prononce le prêche du vendredi. Les mosquées sont fermées immédiatement après les prières et n'ouvrent que juste avant le début des prières. Est-ce cela la mosquée dans l'islam? Est-ce là la mission de la mosquée dans l'islam? Les libertés civiles, comme la liberté de réunion, n'existent pas. La liberté d'expression n'existe pas. Et tout cela fait partie d'une campagne visant à empêcher une renaissance qui viendra inévitablement. Elle viendra. Si elle ne se produit pas pacifiquement, elle arrivera de façon très violente. Probablement, s'il y a un autre printemps arabe, il sera cette fois-ci très sanglant. Car il y a 15 ans, les Arabes ont tenté une voie pacifique et malgré cela, la violence a été utilisée contre les masses. Des milliers de personnes ont été massacrées en Égypte. À Rabia al-Adawiya, à Al-Nada, aujourd'hui des dizaines de milliers de savants, de penseurs, de défenseurs des droits sont en prison, dans des conditions que même les animaux ne pourraient pas supporter. Donc voyez, à mon avis, je suis convaincu que le nationalisme est l'ennemi juré de l'islam. Le nationalisme et l'islam ne peuvent pas aller ensemble. Il y a eu quelques tentatives absurdes de réconcilier le nationalisme avec l'islam. Le nationalisme repose sur la conviction que la communauté à laquelle vous appartenez est la meilleure. Alors qu'en islam, le meilleur aux yeux d'Allah est le plus pieux. Donc c'est impossible, ils ne peuvent tout simplement pas fonctionner ensemble. Et une partie du travail des réformateurs ou des réformistes ou des revivalistes, y compris des personnes comme Hassan el-Banna, Maoudoudi, consiste à ramener les gens dans le giron de l'islam et de reconnaître leur véritable identité, et non ces identités factices et artificielles sous la bannière du nationalisme. Alors, si le nationalisme est un obstacle à l'unité musulmane, pour insister sur ce point, comment peut-on trouver un équilibre ou du moins concilier cela avec le fait de soutenir notre pays lorsqu'il réussit au football et de promouvoir ce qui peut en réalité être des pratiques assez ignorantes? Quand il s'agit de dire, vous savez, mon pays est supérieur parce qu'on réussit au football et que l'Algérie n'est pas supérieure ou quelque chose comme ça, comment peut-on concilier cela avec... Est-ce que la Coupe du Monde fait partie de ces distractions que les dirigeants utilisent pour promouvoir la division? En effet, je veux dire, le football est un jeu. Je veux dire, il n'y a aucun mal à être fan de football. Mais transformer cela en une affiliation politique, en un combat politique, c'est absurde. Et c'est ce que je voulais dire en disant que les régimes utilisent cela. Si je soutiens le Maroc ou si j'exprime ma joie parce que l'Algérie ou le Maroc a gagné, c'est parce qu'ils sont mes frères en islam. Je suis ni marocain ni algérien. Je crois pas à toutes ces frontières qui divisent l'Oumma. Les Égyptiens sont nos frères et je suis heureux pour eux. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Mais le faire en pensant que les Marocains sont meilleurs que les Algériens ou que les Jordaniens sont meilleurs que les Égyptiens, cela va à l'encontre de l'islam. Ce n'est pas islamique. Cela ne peut pas être accepté. Et je regrette de dire que nous n'avons pas assez de savants pour parler de cela. Probablement que ceux qui en parleraient sont déjà en prison. Parlons des savants et de la science depuis le début de ce génocide. Il est très clair pour moi que, alhamdoulilah, il y a des savants qui sont prêts à parler. Et ils ont été marginalisés dans leur cercle parce qu'ils se sont exprimés contre le génocide, et ils continuent de le faire. Mais je pense qu'il est juste de dire qu'un bon nombre de savants restent assez placides ou plutôt silencieux quand il s'agit de la Palestine. Comment évaluer les prétentions de ces savants à être les héritiers des prophètes? Quand, vous savez, sur probablement la question la plus importante de notre époque, la réponse est très silencieuse. Eh bien, il y a certaines personnes dans notre société qui deviennent des experts extrêmement qualifiés uniquement pour obtenir des intérêts purement personnels et égoïstes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous en a parlé. Il a dit que parmi les 3 types de personnes qui seront jetées dans le feu, il y a un martyr, un savant et une personne riche et généreuse, quelqu'un qui fait des dons,
la sadaka. Et la raison, c'est que ces personnes portaient les habits de ce personnage avec de mauvaises intentions. Le but était de s'enrichir eux-mêmes ou d'être acclamés et loués par les autres, plutôt que de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai savant est celui qui craint Allah, et non le dirigeant. Celui qui agit pour Allah, et non pour le public. Malheureusement, beaucoup de ceux qu'on appelle aujourd'hui des savants sont payés par les régimes. On les appelle tous ulama as-sultan en arabe. Ce sont les savants du dirigeant, du sultan. Et ils justifient leur position en détournant le sens des textes ou en sortant les textes de leur contexte. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont tort, qu'ils sont pécheurs, qu'ils vont à l'encontre de la vérité et de la justice. Mais ils veulent se sentir assez tranquilles pour pouvoir dormir ennemi. Alors ils inventent toutes sortes de prétextes et de justifications. Je me demande si ces savants lisent un jour les versets du Coran qui parlent du sacrifice, du véritable but de la vie sur cette terre, du fait que très bientôt ils vont rencontrer leur Seigneur. Je me demande s'ils voient dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans celle des autres prophètes qu'ils ne vivaient pas pour cette vie-ci, ils vivaient pour l'autre vie. Je me demande s'ils sont déjà tombés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant que le maître des martyrs est Hamza, ainsi que la personne qui se dresse face à un tyran, dit la vérité au pouvoir et se fait tuer pour cela. Ce que nous devons vraiment nous efforcer de faire, c'est avant tout d'éduquer le grand public, afin de l'aider à bien distinguer un véritable savant d'un imposteur ou d'un faux savant. Il faut comprendre que tout savant qui choisit de s'allier à un tyran est inévitablement un faux savant. En aucun cas, il ne peut s'agir d'un véritable et authentique savant. Docteur Tamim, à chaque fois que je vous reçois dans l'émission, nous recevons toujours des commentaires de personnes qui demandent vos recommandations. Des livres, des lieux où l'on peut s'enrichir sur la culture, la politique, l'histoire, le contexte des Palestiniens, de la cause palestinienne, des musulmans de Palestine. Désolé de vous mettre sur la sellette, mais si un jeune ou n'importe lequel de nos téléspectateurs voulait étudier la Palestine et la comprendre, et vraiment ressentir ce qu'est la Palestine et ce qu'est sa cause, pourriez-vous recommander quelques livres à consulter ? Eh bien, je pense que ce que je peux faire, c'est préparer une liste et vous l'envoyer. Oui. Il y a de nombreux livres et certains sont vraiment excellents. Je vais donc vous préparer une liste et vous l'envoyer, puis vous pourrez la partager avec votre public. Ce serait formidable. Ce serait vraiment merveilleux de le faire. Alors que nous concluons la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais simplement avoir vos derniers commentaires, je suppose. Il doit forcément y avoir, vous savez, quelqu'un assis dans une tente à Gaza, comme tant d'autres aujourd'hui, qui a le sentiment que le monde les a abandonnés. Vous savez, la Oumma musulmane à bien des égards est passée à autre chose. Je veux dire, je sais que nous nous soucions toujours et que nous voulons continuer à nous en soucier, mais vous savez, l'intensité peut-être des actions qui ont eu lieu au début de ce génocide, c'était probablement plus fréquent qu'aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est moins fréquent qu'au début. D'un point de vue psychologique, du point de vue palestinien, que ressentez-vous lorsque vous parlez à votre famille et aux membres de la communauté en Palestine ? Quel est leur véritable ressenti quant à leur situation et à la façon dont le monde réagit ? Eh bien, vous avez raison. Je veux dire, on entend certains Palestiniens dire que le monde les a abandonnés. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que les Palestiniens eux-mêmes n'ont pas abandonné. Hier, je parlais avec un vieil ami qui vit sous une tente et qui écrit un livre. Les gens y croient, je veux dire les gens de Gaza à qui je parle. Ils pensent que le monde n'a pas été juste envers eux, mais ils croient que c'est leur destin. Ils n'ont pas d'autre alternative. Ils doivent rester fermes. Ils ont tant perdu. Ils ont perdu des êtres chers.
Ils ont perdu leurs habitations, leurs maisons, leurs fermes, leurs moyens de subsistance. Mais tant qu'ils sont en vie, ils gardent espoir. Ils espèrent toujours que quelque chose va bientôt arriver. Docteur Azam Tanimi, Jazakallah khair. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé à la fin de cette émission, et le fait que vous soyez resté jusqu'au bout me montre que vous croyez vraiment en notre travail. Merci de considérer faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/membership. Vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses, ainsi que la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels. Avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi. Jazakallah khair, et gardez-nous dans vos doigts.